Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle « Dans la tête de ceux qui nous protègent ». Comment des hommes ordinaires font ensemble des choses extraordinaires. Alors, pour parler de ce livre, j'ai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Landry Richard. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Landry, vous êtes tout d'abord sapeur-pompier depuis plus de 20 ans, aujourd'hui spécialiste NRBC, vous êtes également réserviste dans la gendarmerie nationale, vous êtes expert de l'optimisation du potentiel et on va en reparler tout à l'heure à ce sujet, et vous êtes également dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Seven. Exactement, oui. Voilà, donc vous êtes présent aujourd'hui pour nous parler de ce livre que vous avez rédigé, préfacé par Alain Bauer. Et la toute première question, c'est d'où est venue cette idée ? L'idée de la naissance du livre est partie d'un fruit expérientiel. Comme vous l'avez dit, alors j'étais sapeur-pompier professionnel, j'ai quitté le service public il y a quelques temps maintenant, mais pendant ces années d'expérience auprès de ceux qui nous protègent, tant par mon activité de sapeur-pompier professionnel que par celle d'officier de réserve de la gendarmerie, j'ai remarqué des lieux communs dans les fonctionnements de ceux qui ont à intervenir dans des situations extraordinaires. Ces lieux communs, c'est ce qui fait le lien entre cette capacité à entrer dans des environnements à très haute intensité, comment on entre dans un appartement en flammes, comment on rentre dans un avion plein de terroristes en train de vous tirer dessus. Finalement, cette capacité à gérer ce type de situation extraordinaire crée comme ça un phénomène mental que j'ai voulu étudier en le comparant avec ce qui se fait chez les sportifs de haut niveau. Et ça a donné la naissance de ce livre, Dans la tête de ceux qui nous protègent, pour essayer de décrypter ce qui se passe dans la tête des pompiers, des policiers, des gendarmes en situation d'exception. Exactement, et des sapeurs-pompiers également. Tout à fait. Alors, on va revenir à ce monde sportif que vous évoquez. Juste sous le titre, comme je le disais, il est indiqué « Des hommes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires ». Pourquoi cette phrase est centrale ? Je l'aime beaucoup parce que je suis parti, et c'est le départ de ce livre, d'une compréhension, et je remercie la générale Isabelle Guillon de Méritins qui m'avait proposé d'aller sur cet axe au départ, d'aller chercher quelles étaient les valeurs qui motivaient les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires à s'engager dans ce type de profession. Et sur plus de 200 interviews, on remarque qu'à 73%, le chiffre est précis, les gens s'engagent par volonté altruiste. Ouais. C'est par envie, par besoin d'aider les autres qu'on s'engage dans ce type de profession. Et voilà comment ce socle commun altruiste pousse les gens ordinaires au départ en s'agglomérant avec des gens de même valeur, de même envie, de même intensité, à ensemble se surpasser, à faire des choses extraordinaires. C'est aussi une partie du bouquin. Il y a de la sociologie, il y a de la psychologie. Aujourd'hui, je suis doctorant en psychologie sur ce thème en particulier. La science aujourd'hui démontre qu'ensemble, on est plus fort. Voilà, c'est pas juste un adage, c'est une réalité sociologique. C'est une réalité, on le voit quand on parcourt votre livre, cette valeur est essentielle. Qu'est-ce qui se passe justement ? Parce que là, on parle de psychologie, on parle d'émotions également, et on ne peut pas ne pas en avoir quand on est dans une situation extrême. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête justement de ces hommes et ces femmes pour se surpasser et pour pouvoir statuer, prendre des décisions pas simples, alors que peut-être que ça bouillonne finalement. S'il fallait résumer le bouquin en quelques mots pour répondre à cette question, parce que c'est tout l'objet du livre, et c'est aussi l'objet de ma thèse, ce qui se passe dans la tête se passe en plusieurs phases. On ne peut pas tout dire au grand public, mais la première est celle de l'alerte. Quand je dis on ne peut pas tout dire, j'espère que vous ne diffuserez pas trop cette vidéo, mais quand un pompier, un policier, un gendarme, un militaire se voit appelé pour une situation à caractère extraordinaire, assez étonnamment, il fait une expérience d'euphorie. Il est content. C'est de l'adrénaline, en fait. Alors, pas exactement. Non. Et ça, c'est ce qu'on est en train de démontrer scientifiquement. Ce sont des endorphines, mais ce n'est pas spécifiquement de l'adrénaline. C'est quelque chose qui va être euphorisant et qui va finalement répondre
et ça, c'est quand on interviewe les gens, ils vous le disent comme ça va répondre à un temps de préparation. C'est-à-dire, les gens vont vous dire, ça y est, je suis appelé pour aller traiter ce pourquoi je me prépare toute l'année. Donc les gens sont contents de ça. Ça peut paraître épouvantable, on vous dit, vous partez sur un incendie. Non, mais on le comprend en même temps, c'est-à-dire qu'ils se préparent à une situation extrême, et donc ils se disent, ça y est, je vais pouvoir aller aider des personnes, en fait, sauver des vies. On ne se réjouit pas du malheur des autres, en revanche, on se réjouit du fait d'être là pour pouvoir faire face. Ça, c'est la première phase. La seconde, c'est une phase de transit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans sa caserne, dans sa brigade, on va aller vers le lieu de l'intervention et là, l'état mental change. On va produire d'autres endorphines qui vont nous remettre en concentration. On va aller chercher d'autres parties du cerveau et on va se mettre en alignement mental dans lequel on va aller checker si on a bien nos balles dans le pistolet, est-ce que notre équipement est bien, est-ce que nos harnais sont bien serrés. Voilà. Là, on refait la checklist de tout ce qu'on a à faire, mais également de son environnement fraternel professionnel. On le disait, on est ensemble. Donc, est-ce que je suis bien avec mon bon collègue que j'aime bien, avec qui on se connaît parfaitement, avec qui j'aurais pas besoin de parler lorsqu'on va entrer dans cette situation complexe parce qu'on se connaît par cœur. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième, c'est celle la plus mystique. Elle fait l'objet d'un descriptif particulier dans le livre. C'est celle où on fait face justement à l'extraordinaire. Ce livre, il est parti aussi d'une interview que j'ai entendue d'un monsieur qui s'appelle Roland Montins, qui est un ancien gendarme du GIGN, qui raconte comme ça, quand il est entré dans l'avion en 1994 à Marignane, il dit, et on le voit dans le film L'Assaut, je me suis allongé au sol, j'ai pris mon arme, et puis j'ai tiré comme ça sur les terroristes, j'en ai abattu un. Et il raconte ça en disant, moi vous savez, j'avais le pouls qui battait à 60, je voyais mieux, j'entendais mieux, j'étais bien, j'étais dans mon élément, j'étais serein. Et beaucoup décrivent une sorte d'expérience mystique comme ça, je dis comme ça, mais où on voit mieux, on entend mieux, on ressent mieux, et on est plus efficace. Et ça, c'est pas du stress, c'est autre chose. C'est une communion avec son environnement. Et quand on demande à Roland Montins, mais comment vous expliquez ça, il dit, moi, ça fait 20 ans que je me suis préparé à faire ça, et là, je suis en train de le faire. Voilà. Alors c'est ça, et c'est très important ce que vous dites, parce que du coup, c'était la question que j'allais vous poser. On parle d'entraînement pour être serein. On a, c'est vrai, et vous parlez de ce film L'Assaut, effectivement, qui est un très beau film, et où on voit cette espèce de calme, en fait, de sérénité, de calme, enfin, sérénité peut-être pas, mais au moins de calme. Comment, justement, on peut, dans ce type d'épreuve, garder son calme. Vous dites d'ailleurs dans le livre, vous expliquez que le calme n'est pas un don, mais un entraînement. Oui, absolument. C'est précisément ce qu'on va retrouver dans la logique des sports de combat, des arts martiaux. Vous savez, vous répétez 1000 fois le geste pour pouvoir le faire une fois correctement. Au sein des unités d'intervention, quel que soit le type de profession, je remets tout le monde dans le même panier, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires, s'entraîner, répéter encore un geste précis va nous permettre de nous mettre dans un environnement de travail qui est suffisamment sain pour pouvoir ne jamais se laisser surprendre par son environnement. Ce qui fait la définition en psychologie du stress, c'est la différence de perception qu'un individu a entre son environnement et sa capacité à y faire face. Je prends souvent cet exemple dénué de tout contexte, mais si vous vous promenez demain, Virginie, dans la jungle et que vous tombez sur un tigre face à vous, vous allez faire l'expérience du stress. Parce que dans votre perception de votre environnement, le tigre, il fait 180 kg et devant vous, il va vous dévorer toute crue. Or, si vous vous entraînez, vous passez des années à vous entraîner, à faire face au tigre, que vous avez un fusil chargé et que vous êtes prête et qu'il arrive devant vous, vous ne ferez pas l'expérience du stress, vous ferez autre chose parce que vous saurez pertinemment que vous êtes en mesure de faire face. Si je reprends l'exemple de Marignane en 1994, les gendarmes du GIGN ont fait venir à Marseille un avion identique à celui dans lequel ils allaient intervenir pour mémoriser chaque emplacement de siège, chaque parcelle, comment on ouvre la porte, comment on entre. Et cette manière-là de se mettre dans un mindset opérationnel permet justement de garder son calme pour pouvoir solliciter ces parties du cerveau qui vont être celles de la réponse opérationnelle. La réponse opérationnelle et le stress finalement va être transformé en performance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stress grâce à l'entraînement et on va aller vers la performance dans
l'objectif étant de sauver des vies, de pouvoir effectivement atteindre le but. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner où cet entraînement, vous l'avez donné, l'exemple de Marignane, mais après, justement, ils se sont exercés. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner où ce type d'entraînement qui a permis d'avoir ce calme, cette réflexion, a littéralement sauvé des vies? De prime abord, comme ça, je repense à une expérience personnelle. Ou collective en tout cas, qui est celle de la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est sans doute une des situations dans lesquelles j'ai eu personnellement à vivre une situation qui clairement était hors du commun avec l'arrivée du marathon pour tous. Oui. On est sur une situation où il y a 40 000 personnes qui arrivent sur l'esplanade des Invalides, avec le Quai d'Orsay qui est complètement saturé de population, des familles qui venaient voir leurs coureurs arriver. C'est quelque chose qu'on avait anticipé, mais pour autant, ce qu'on ne maîtrisait pas, c'était la température extérieure ce soir-là. Il faisait très chaud. Et à l'arrivée, énormément de coureurs ont fait des malaises. Et donc, on s'est retrouvé à devoir gérer près de 200 victimes, alors que nos capacités à faire face étaient quand même bien en dessous de ça. On avait de nombreux prestataires, médicaux, sécurité civile, sapeurs-pompiers. Eh bien, il a fallu faire face, il a fallu gérer. J'étais moi-même aux commandes du Security Command Center local. Et là, le monde peut s'écrouler. Mais non, en fait, l'entraînement, la préparation permet de faire face, de savoir qui appeler, comment faire, comment gérer, comment se coordonner, en comptant évidemment sur une équipe ultra solide, que je salue parce qu'elle a fait un travail remarquable. Mais quand on peut compter sur son équipe, quand on a anticipé les moyens matériels, et que quelque part vous avez les process pour faire face, ça va. C'est pas simple, mais ça sauve des vies. Alors, dans votre livre, Landry, vous faites, c'est ce qu'on disait en préambule, le comparatif avec le monde sportif. Hein, vous entraînez, vous accompagnez, surtout des sportifs. Vous ne les entraînez pas, mais vous les accompagnez, quoique c'est quand même un entraînement des sportifs de haut niveau, des dirigeants dans le développement de performances individuelles. Vous pouvez peut-être nous citer quelques noms ou un nom de sportifs que oui, je la salue. Moi, j'ai travaillé quelque temps avec Anne-Sophie Matisse, 8 fois championne du monde de boxe, et qui est entrée cette année au Hall of Fame. Et bravo pour elle, puisque c'est une des premières femmes à avoir cette reconnaissance-là, la première française en tout cas. Et effectivement, il y a quelque chose de commun dans l'art de se préparer à un combat. Moi, je la revois comme ça dans sa préparation avant un championnat du monde de boxe. Il y a quelque chose de similaire, même si tous les sportifs vous le diront, une finale olympique ou une finale de championnat du monde, il n'y a pas d'enjeu de vie et de mort derrière. Pour autant... Non, mais en même temps, il y a le stress, il y a une tension en plus de partout. Bien sûr. Avec des demandes... oui, quand vous êtes sportif de haut niveau, vous préparez 4 ans à une finale olympique, mais c'est l'enfer si on ne peut pas y faire face. Et tout se joue en quelques minutes. Parfois moins que ça, oui. Et parfois moins. Oui, tout à fait. Et les process sont les mêmes. L'entraînement, la préparation mentale, et on va retrouver la même chose. Et le physique, et le technique, et le mental, tout ça va s'allier dans un champ de process qui font que si on laisse au hasard le moindre détail, l'adversaire sera meilleur que vous. Vous faites également le comparatif avec le monde civil, là pour le coup, donc chaque citoyen finalement peut être concerné. Comment appliquer ces méthodes à quelqu'un, et notamment dans le monde du travail? Aujourd'hui, il est toujours délicat de comparer des situations en jeu de vie et de mort avec ceux des affaires. Ça fait des années qu'on essaie de comparer le monde sportif avec celui des affaires aussi. C'est très délicat de comparer celui de la sécurité avec celui des affaires. On est bien d'accord. Je l'entends beaucoup quand des artistes sont admirés. Ils me disent oui, on ne sauve pas des vies non plus, un peu de modestie, tant mieux. Pour autant, et c'est la même chose, les cadres préparatoires, physiques, mentaux, techniques, sont similaires. Vous avez un grand appel d'offres à remporter, vous avez une conférence à mener, vous avez quelque chose à mener. Eh bien, le cadre préparatoire de ce qui se passe dans la tête d'eux reste un socle commun dans lequel il est possible de se préparer à travers et un mindset et un système d'entraînement. Et aussi le collectif, peut-être là, Bien sûr. Manager avec son équipe. Est-ce qu'on peut faire également la comparaison avec un groupe d'intervention
où il est nécessaire d'être soudés, d'avoir confiance les uns les autres pour pouvoir agir. C'est un message qu'on porte aujourd'hui à travers nos sociétés. Dès lors que l'enjeu de réussite est acté, et je ne parle pas que de réussite financière, ça peut être la réussite de la sécurisation d'un événement, eh bien oui, la force du collectif est essentielle. Et on retrouve cette sous-phrase comment des hommes ordinaires font ensemble des choses extraordinaires. Eh bien, ça nécessite. Peut s'appliquer finalement dans d'autres domaines et dans le quotidien. Selon vous, Landry, par rapport à tout ce que vous indiquez dans votre livre, quels seraient les 3 outils les plus importants, applicables dès aujourd'hui pour des personnes qui veulent justement être mieux armées mentalement, émotionnellement, pour pouvoir faire face, quelle que soit l'épreuve en fait, à une épreuve? C'est pas évident de citer 3 outils, je vais essayer de faire de mon mieux, mais le premier qui me vient à l'esprit est celui de l'anticipation. C'est comme ça qu'on a été très fort sur les Jeux de Paris 2024, sur la sécurisation des Jeux de Paris 2024, parce qu'on a réussi à anticiper tout ce qui pouvait potentiellement se passer. En ayant une lecture comme ça, analytique, vous savez, on s'est mis dans une pièce et puis on s'est dit, voilà, on se met dans la tête du terroriste, pour le coup, du méchant, de l'événement négatif, et on va se dire qu'est-ce qui pourrait bien se passer. On a fait des listes, et voilà, tout ça, ça pourra arriver. À partir de là, arrive le second plan, après celui de l'anticipation, et celui de l'analyse. Qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui pourrait, alors qu'on n'y a pas pensé, être dramatique, là où ça pourrait être négligeable. Vous savez, je prends l'exemple, je reviens sur le marathon, on avait gardé en tête le cas de l'attentat du marathon de Boston. Ces 2 sacs abandonnés. Oui. Vous savez que chaque Parisien en est témoin. Quand vous avez un sac abandonné, gare Saint-Lazare, c'est bon quoi. On a tous envie de le prendre et puis d'aller le jeter. Sauf qu'à Boston, ces 2 sacs abandonnés, ils ont explosé. C'était des bombes. Alors quand vous appliquez ça sur un champ aussi touchy que celui du marathon de Paris, vous voyez bien quoi. Anticipation, analyse, et derrière, je dirais la 3e chose, prescription qui va avec entraînement. Dans la prescription, un peu à l'instar du médecin qui prescrirait des médicaments par rapport à une maladie, eh bien, l'art d'aller dans la tête de ceux qui nous protègent, c'est d'appliquer les bons outils, les bonnes méthodes aux bonnes problématiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des choses inadaptées sur des situations qui ne le méritent pas. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas des chirurgiens s'il faut faire face à un incendie. À l'inverse, on ne mettra pas des sapeurs-pompiers s'il faut opérer un cœur. Voilà. Une très belle analogie. Alors, je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle. Vous entrez dans la tête de ces personnes, on l'a bien compris. Vous analysez. Eh bien, je vais vous demander de vous analyser vous-même, Landry. À savoir, bon, vous avez beaucoup observé, vous analysez beaucoup, mais il y a sûrement quelque chose qui vous bouleverse encore aujourd'hui chez ces hommes et ces femmes qui font des choses extraordinaires et qui nous protègent. C'était pas prévu cette question. Oui, bien sûr, il y a énormément de choses qui me bouleversent et je m'émeus encore de situations que j'ai encore à vivre. Je suis président d'une association de pompiers humanitaires et à ce titre, on parcourt le monde sur les situations de grandes catastrophes. J'ai une histoire comme ça où je dirais c'est encore difficile de s'en remettre. Sur le tremblement de terre en Turquie, qui a eu lieu en 2023, pour rappel, c'est 60 000 morts, c'est une situation absolument terrible, où sur 500 km de distance, au milieu de la Turquie, vous avez tout qui est dévasté. Un monsieur nous raconte le récit de sa fille. Le tremblement de terre a eu lieu à 4h11 du matin. Il se réveille, son immeuble s'est effondré, et puis il appelle, il fait nuit, il fait froid, sa femme lui répond, et ses 3 enfants lui répondent. On est miraculé. Alors tout le monde se lève, tout le monde sort, ils vont sur les décombres et finalement ils se rendent compte que la petite fille de 8 ans n'est pas là. Mais ils l'entendent. Alors elle dit je suis là, je suis en bonne santé, tout va bien. Et en fait elle était dans une poche sous la dalle de béton
dans un espace de vie suffisamment sécurisé pour qu'elle n'ait rien. Tout le monde est très content, c'est génial, le lendemain arrive, le jour se lève, ils se disent les secours vont arriver, mais les secours n'arrivent pas. 48 heures après, seulement une première équipe de secours arrive, mais ce n'est pas une équipe de secours professionnelle, c'est des gens d'un village à côté qui viennent et qui commencent à essayer de déblayer pour sortir la petite fille, qui réussissait à se nourrir un peu de boire avec la neige fondue, et de se nourrir comme elle pouvait. Et au moment où le déblai commence, la dalle s'écroule et elle écrase la petite fille qui décède instantanément. Voilà, quand les gens vous racontent ça, bon sang, mais quel bouleversement mental. Vous arrivez là, un jour trop tard, vous avez les équipements, vous avez les savoir-faire, vous avez tout, et malheureusement, ben voilà, vous ne sauvez pas la vie. Et c'est un peu la conclusion aussi de cet ouvrage. Ce qui nous marque le plus, c'est nos fantômes. Bien sûr. Ce n'est pas les gens qu'on a sauvés, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à sauver. Et on en revient par rapport à ce que vous disiez, cette fameuse endorphine, c'est pour sauver finalement. On est content d'aller sur le terrain pour sauver les personnes. Et il n'y a rien de plus dramatique de finalement être dans l'échec quelque part, on peut le dire, en ne pouvant pas sauver des vies. En tout cas, un grand merci, Landry, d'être venu sur ce plateau d'A-News Sécurité pour nous expliquer votre livre, Dans la tête de ceux qui nous protègent. Un livre, c'est bientôt Noël, donc un livre à aller chercher. Franchement, lisez-le, il est passionnant. Merci Landry et merci, à bientôt Virginie. Pour un nouveau livre. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur A-News Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission.